C'est en 2018 que les attaques à grande échelle ont commencé. Même si les antécédents remontent au 10 juin 2017, à la suite de la mort mystérieuse de Florent Ndungi, un prêtre catholique lindou suspecté d'être tué au couvent malgré les rumeurs d'alcoolisme. Il est à signaler que l'État congolais n'a jamais mené une enquête sérieuse sur cette mort. En décembre 2017, les tensions surgissent suite à l'arrestation d'un jeune lindou qui s'est disputé avec un soldat gouvernemental. Il aurait volé un chargeur à munitions. Vite, la communauté du jeune homme lindou suspecte des sujets EMA d'avoir aidé à l'identification et à l'arrestation même par l'armée de leurs frères. Les mois après, une série d'attaques et représailles s'ensuivent. Les victimes sont tout d'abord de la communauté Hema et ensuite de sujets d'autres communautés comme les Nyali, les Ndokebo, les Alours, etc. En août 2018, les attaques ciblent les forces armées de la RDC, sous la direction du feu Mukwake Mambo, remplacé par Justin Ngudjolo en 2019. Justin Ngudjolo n'est pas confondre avec Mathieu Ngudjolo de la FNI, qui a été arrêté et acquitté par la CPI. Ngudjolo arrive avec donc la Codeco, une coopérative agricole devenue une secte mystico-religieuse anciennement liée à la milice Ngiti du FRPI en Irumu. Selon des rapports, plusieurs dizaines de militaires sont tombés sous les champs de bataille. En 2019, les miliciens accroissent leurs attaques, cette fois-ci avec des armes à feu, contrairement aux années précédentes où c'est la machette qui égorgeait. L'armée décide alors de lancer le 21 juin 2019 l'opération Zuruba Yaituri, entendez par là la tempête de l'Ituri, visant à traquer cette milice. Le lieutenant-général Gabriel Amissi alias Tango Fort, aux commandes des opérations au plus haut point, déclare qu'en un mois, 15 miliciens ont été tués sur l'axe Pandroma et 3 autres au village Lognon. Aussi, plusieurs armes ont été récupérées. 22 localités, jadis sous contrôle du groupe armé Codeco, sont désormais contrôlées par les FRDC. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, quant à lui, parle de plus de 500 000 déplacés. Le bombardement à l'époque ont visé plusieurs bastions dans la forêt de Wago, chez les Walendu Pitsi, et celle de Mbao, dans les Walendu Djatsi. Ngudjolo va trouver la mort dans la suite, remplacé à son tour par le général autoproclamé Songambele. Un accord de cessation des hostilités sera trouvé sous le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi, accord qui ne sera jamais respecté en vrai. Le commandement de la Codeco ne sera plus unique, le monstre aura désormais plusieurs têtes. Une des factions d'ailleurs de Walendu Tatsi dirigée par Justin Maki alias le petit loup de la montagne, basé et cantonné à Ezekere, va même faire une incursion dans la ville de Bunia, faute de non prise à charge par le programme de désarmement. En 2020, Tseni et Kesta, 2 cerveaux moteurs de la milice, sont arrêtés et transférés à la prison militaire de Kinshasa. Face à tout ceci, en mai 2021, Félix Tshisekedi, le président de la RDC, va décider de décréter l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ceci pour en finir avec les violences et massacres. Le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama est nommé gouverneur militaire pour diriger les opérations sans état d'âme. Mais 3 ans après, lors d'une énième prorogation de l'état de siège en octobre 2024, nous en sommes au-delà de 85, les députés nationaux et provinciaux élus de l'Ituri estiment que l'état de siège a démontré ses limites, qu'elle n'a plus de raison d'être et que le pouvoir devait être remis aux civils. En fait, à la première année même de l'état de siège, à Genève, le porte-parole des HCR, Boris Tchestchirkov, documente 1200 morts en Ituri et au Nord Kivu, avec 1100 cas de viol. En septembre 2022, l'Office de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, recense rien qu'en septembre 2022 100 morts dans une série d'attaques dans la zone minière riche à nord, en Ituri, avec 19 000 déplacés en 3 jours. Pourtant, les animateurs de l'état de siège se sont plutôt vantés de la réussite de cette disposition constitutionnelle. En fait, la majorité des groupes armés, comme Zaïre, FPIC, Codeco, etc., ont signé des accords de cessation d'hostilité. Certains ont même déposé les armes, c'est le cas des FPIC Chinyakilima. Plusieurs routes sont réouvertes pour la circulation de personnes, notamment dans la zone minière. La ville de Bunia est modernisée, etc. Alors, à la question de savoir est-ce qu'on évolue vers une fin de milice Codeco à 7 ans, quel avenir pour les groupes armés en général en Ituri? Le 17 avril 2023 s'ouvrait dans la province le programme de désarmement, de mobilisation et relèvement communautaire et stabilisation, les PDDRCS. Mais en une année et demie, seuls 174 miliciens sont désarmés sur près de 20 000, déclarent les autorités en charge. Et donc, l'essentiel des combattants sont restés sur le terrain. Ils commettent toujours des exactions, viols,
tuent, dressent des roadblocks et exploitent de l'or. Nous pensons que sans une opération militaire d'envergure, sans une implication sérieuse des services sécuritaires de l'État, sans une amélioration des conditions de vie des militaires sur le terrain pour décourager certains qui s'adonnent à des trafics illicites d'or et de munitions et qui salissent aussi l'image de l'armée, sans la traque de Codeco en cravate à Bunia, à Kinshasa et partout, sans un processus de désarmement responsable, les miliciens vont s'entêter. Et les pays voisins, comme l'Ouganda, comme le Rwanda, vont en profiter. Et comme pour sceller les 7 ans d'existence, le mardi 17 décembre 2024, la Codeco attaque à une 50aine de kilomètres au nord-est de Bunia, le centre commercial de Largou et la mission catholique de Drodro, en même temps centre d'activité humanitaire, avec un grand hôpital pour soulager la souffrance de la population de la région. Des civils ont trouvé la mort, plusieurs personnes sont portées disparues.